Que sait-on de la stratégie fiscale du révolutionnaire autoproclamé Macron? Voilà longtemps que l'on parle de la nécessité d'une grande mise à plat. La refondation de l'ISF, la flat tax sur le capital, a certes permis aux commentateurs d'utiliser les superlatifs. Mais si la loi de finances 2018 comporte bien des mesures fortement symboliques, elle ne nous livre qu'un petit bout de l'histoire. À ce stade, la stratégie fiscale semble d'abord centrée sur les personnes. Elle vise d'abord à alléger la barque fiscale des ménages. Elle bénéficie aux détenteurs de patrimoine, groupe supposé inclure les entrepreneurs. Le budget prévoit ensuite un certain nombre d'allègements visant la classe moyenne, mais ces avantages sont lissés dans le temps et ne prendront leur plein effet que progressivement. Cela confère à la loi de finances 2018 un caractère anti-redistributif à court terme qui n'est pas nécessairement représentatif de la ligne gouvernementale à moyen terme. Quand l'exonération de la taxe d'habitation sera menée à son terme, ce ne seront plus 3, mais 9 à 10 milliards qui seront restitués aux ménages. Lorsque la baisse des cotisations salariales jouera en année pleine, elle fera plus que compenser la hausse de la CSG programmée cette année, du moins pour les salariés qui seront gagnants à terme de la bascule des cotisations sur la CSG. Sur le bas de la distribution, il faut aussi prendre en compte la revalorisation du minimum vieillesse, augmenté de 100 € par mois à la fin du quinquennat, ainsi que la hausse de la prime d'activité, dont la hausse devrait être portée à 80 € par mois au niveau du SMIC au terme du mandat. Résumer ainsi la stratégie fiscale d'Emmanuel Macron à une politique pro-riche, pro-attractivité et avec les retraités comme nouvelle vache à lait est donc excessivement réducteur. Pour l'heure, c'est toujours un savant dosage qui prévaut, comme il a toujours prévalu en France. Mais une fois que l'on a rectifié son jugement sur la ligne anti-redistributive de la politique fiscale, surgit une autre question. Quelle en est la lisibilité? Une petite dose de baisse de cotisations salariées, combinée à une baisse de la taxe d'habitation pour le pouvoir d'achat, ajoutée à une décrue des taxes sur le capital financier pour favoriser l'épargne risquée, à quoi il faut encore ajouter une pérennisation du CICE, qui dans ses nouvelles modalités fera des perdants, une baisse de l'IS à 25% à horizon 2022 et une hausse significative de la fiscalité environnementale, etc. Tout cela ressemble plus à un assemblage, voire un essaimage fiscal hétéroclite, qu'à une grande mise à plat. Et tout ce que l'on sait in fine, c'est que le gouvernement souhaite réduire la pression fiscale d'à peine plus de 1 point de PIB entre 2017 et 2022, 43,6% versus 44,7% en 2017. Ce qui ne devrait pas bouleverser le rang français de champion européen des prélèvements. Ce que l'on sait aussi, c'est que c'est par la modération des dépenses que le gouvernement entend atteindre un objectif de quasi-équilibre budgétaire à horizon 2022. Rien qui démarque nettement Emmanuel Macron de François Hollande, qui rétrospectivement fait figure de réformateur audacieux avec ses allègements de plus de 40 milliards en 3 ans des prélèvements sur les entreprises. Bref, difficile de trouver la formule synthétique pour qualifier la stratégie fiscale du président Macron. Pour l'heure, peut-être, n'est-il avant tout que le correcteur pragmatique de son prédécesseur, qui avait cru pouvoir taxer les riches pour alléger le fardeau fiscal de l'entreprise. Ignorant en cela la figure multidimensionnelle de l'entrepreneur, pour qui aucun de ces éléments n'est séparable, que l'on taxe son entreprise au niveau du travail ou du capital, ou sa fortune lui indiffère. Macron, c'est peut-être d'abord cela, le pacte de responsabilité revu et corrigé.